Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Vont mettre 10 personnes, puis va mettre 100. Et voilà, c'est dangereux. Ils sont en train de le voir. Ils vont recruter dans nos pays pour amener aux États-Unis pour faire la concurrence avec la Chine. Et donc, si vous voyez là, la moyenne est ici, 1000 scientifiques par habitant. Nous sommes à 60 millions d'habitants. Il nous faut à peine en 400 000 à 600 000 scientifiques actuellement dans le pays. C'est que nous ne l'avons pas. Si vous regardez les tableaux prochains, ça, ce sont nos universités. En 2015, dans toutes les facultés universitaires, vous allez remarquer dans ce tableau-là, 159 426 étudiants, il y a seulement 29% des moins de 30% des femmes. Je crois que le devoir est là pour les femmes, faire un effort d'amener les filles à l'université. Comme vous êtes fort en calcul mental, si vous prenez maintenant la faculté de médecine, la faculté polytechnique, la médecine vétérinaire, les sciences agronomiques, ensemble, vous allez découvrir qu'il y a 35% des étudiants dans cette faculté. Il y a 35%, donc si vous êtes au campus, la partie en bas, avec 35% d'étudiants. Si vous enlevez la médecine, comme c'est pour un calcul, enlevez la médecine. Prenez seulement médecine, pharmacie, polytechnique, sciences et sciences agronomiques, vous arrivez à 13% des étudiants. Je dis bien 13% des étudiants. Avec 13% des étudiants, je ne crois pas qu'on pourra faire quelque chose. On pourra démarrer la course vers, je dirais, le développement. Et j'aimerais vous dire, pendant les 60 années d'indépendance, les deux facultés polytechniques, Lubumbashi et Kinshasa, n'a formé que 2000 ingénieurs. J'ai dit clairement, regardez comment le numéro du mois de mars, premier article par le professeur Jean-Marie. Vous verrez bien, il a écrit, on a formé que 2000 ingénieurs pendant 60 ans. Et ça va vous étonner. Je crois que pendant 60 ans, on n'a pas formé 500 physiciens. On n'a pas formé 500 physiciens. Et je ne crois pas qu'il y a 2000 chimistes, donc on n'a pas formé en 60 ans. Donc il y a rien, on doit revoir les systèmes éducatifs. On doit revoir la formation des scientifiques. Si on veut être sur la ligne de départ pour l'émergence. Donc il y a une lacune énorme. Du point de vue de la formation des scientifiques, il y a une lacune énorme au point de vue des financements. Donc, ce que nous entendons ici, émergence, ne pourra se faire que si
nos dirigeants ont fait hier. Et finalement, c'est le choix qu'on a fait hier, pendant 60 ans. Il faut changer cela. Quand on a échoué, il faut accepter l'échec et corriger l'échec et changer de direction. Et sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre exposé et votre plaidoyer en faveur de la fille. Nous allons passer donc à la prochaine présentation qui va porter sur l'état et l'appropriation de la technoscience en République démocratique du Congo, problème posé par l'absence d'une intelligentsia organique du pouvoir du peuple. Ça sera présenté par M. Obade Kibanda. Je pourrais avoir sa biographie, s'il vous plaît? Voilà. Concernant les temps d'appropriation de la technoscience en RDC, j'avoue que j'ai été un peu emballé. S'agissant de la préoccupation relative, je cite, au problème posé par l'absence d'une intelligence organique du pouvoir du peuple. Peut-être que je ne suis pas seul dans le cas. Je vais laisser alors à M. Obade Kibanda le soin de lever d'éventuelles ambiguïtés. M. Kibanda est docteur en lettres de l'Université de Lubumbashi. Il est professeur en introduction à la sociologie de la communication et en information et opinion publique. Il est directeur de l'Institut des stratégies pour le développement durable, ISDD, de 2004 à ce jour. Il est professeur de sociologie, du langage et d'anthropologie linguistique de l'Université de Kinshasa depuis 1993. Il a plusieurs publications dans son palmarès, plus ou moins 13. Il a dirigé plusieurs travaux de recherche. Il a participé à plusieurs travaux et activités relatives à la gouvernance politique et au développement social de la RDC. Il est affilié à plusieurs sociétés savantes. Il est expert à la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO en matière de communication depuis 1991. Il est en outre membre fondateur de l'Union panafricaine de la science et de la technologie en 1987 et il a eu à exercer plusieurs fonctions, entre autres directeur de cabinet au ministère de la Santé publique d'octobre 1997 à mars 1999, directeur de cabinet du ministère de la Recherche scientifique et de la technologie en 1992 et chargé de recherche et responsable de l'unité de bibliologie et communication sociale à l'Institut africain d'études prospectives de 1991 à 1997, etc. Docteur Kibanda, vous avez la parole. Merci. Après avoir suivi l'exposé du professeur Baba, on peut dire que c'est la meilleure introduction qui puisse se faire par rapport à notre exposé pour observer une anomalie. C'est que je n'ai pas de PowerPoint, simplement parce que je sors du Gabon. Mais pourquoi dire qu'il y a un problème d'appropriation de la science et de la technologie et de l'industrie par notre État? Les états de Dieu qu'on venait de présenter, si la société d'équipe industrielle, la société qui est riche, les prix Nobel, l'économie appelle learning society, la société du savoir, ou la société d'apprentissage, a comme pilier la science et la technologie. Il est pratiquement absurde de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Vous pouvez te rappeler ce qui s'est passé avec le président, avec l'observatoire de Goma, quand il y a eu une éruption volcanique de Miragongo. Mais ce que nous avons oublié, ce n'est pas une cas isolé. Nous avons affaire à un problème structurel de notre État. Quelle est la place de la science et de la technologie
technologie et de l'industrie dans la planification. Quelle est la place de la science et de la technologie dans la formation de la jeunesse? Est-ce qu'on forme pour réellement avoir des scientifiques, des hommes, des créateurs, ou carrément pour délivrer des diplômes? Il y a quelques années, en 2007, quand j'étais secrétaire au Conseil scientifique national, j'ai mené une petite enquête dans le centre de recherche pour savoir comment l'information scientifique et technique est diffusée, d'abord élaborée dans sa chaîne de production et comment c'est diffusé dans les différents centres. Pour ça, j'ai été au centre de recherche géologique et minière, j'ai été à l'IX, j'ai été à l'Institut de recherche en sciences humaines et j'ai été aussi à l'INERA. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'information scientifique, même quand elle est produite, souvent elle reste dans les tiroirs. Elle n'est pas diffusée pour que les chercheurs la consomment. Et quelques publications scientifiques qui existaient, c'est essentiellement financé par des partenaires extérieurs, soit l'OMS, soit l'UNICEF, soit la FAO, et c'est de la même façon, je me suis rendu compte que les grands programmes de recherche qui ont été financés, comme l'enquête démographique et de santé, comme les X 1, 2 et 3, les enquêtes sur la décentralisation, c'est essentiellement encore des partenaires extérieurs. Et je disais que ce n'était pas un accident, c'est des questions essentielles. Parce que, comme vous avez dit, planifier le développement dans le monde moderne, dans une société industrielle, ça suppose que vous avez des données de base. Ça suppose un recensement. À RDC, je vous rappelle, depuis 1984, on a eu des recensements scientifiques. Comment planifier l'aménagement du territoire? Comment planifier la politique agricole? Comment planifier la scolarisation sans statistiques et les bases de la population? Comment aménager le territoire national sans statistiques? Comment organiser les élections? Puisqu'en d'autres, le nombre de sièges au Parlement, c'est déterminé par la population. Il y a chaque circonscription électorale. Donc, on se rend compte qu'il y a, quand on a ce type d'aberration, ça pose le problème sur l'appropriation par l'État de la place de la science et de la technologie. Mais ce ne sont pas seulement des cas isolés, je disais tout à l'heure. Si, quand on se rend compte que, et ça, c'est une des dernières études qui ont été menées sur comment éliminer la faim, encore financée par le programme alimentaire mondial. Cette étude révèle quoi d'autre? Que le niveau de malnutrition au Congo est tel que s'il n'y a pas de politique de réponse pertinente, dans les 25 prochaines années, les Congo vont produire des crétins. C'est important. Monsieur le secrétaire permanent, je crois que c'est important que cette information soit diffusée. Et cette information est produite par tous nos partenaires. La FAO, l'UNICEF, l'OMS, l'UNESCO, ils savent. Si le Congo n'a pas eu de politique de réponse par rapport aux questions de malnutrition qui se posent, pas seulement dans les milieux urbains, même dans les zones réputées greniers agricoles, comme les Nord, comme l'Équateur, comme la province orientale, le Congo, dans les prochaines années, va produire des crétins, des lycéistes. Donc, des gens insuffisants du point de vue production, que ce soit intellectuelle ou encore production économique. Alors, la question qui se pose, comment un État qui a une superstructure techno-scientifique peut accepter ce type de situation? C'est là où exactement nous avons posé notre intervention. Quand nous avons conclu la recherche sur les différents centres de 2007, nous avons dit que tout se passe au Congo comme s'il n'y avait pas une intelligence nationale capable de comprendre les enjeux de la science, de la technologie et de l'industrie de développement.
développement d'une nation. En fait, si tout ce qui est important, les enquêtes de base sur la population, sur la nutrition, sur la santé, sur l'aménagement du territoire, c'est financé par l'extérieur, c'est entre autres parce que l'État lui-même est dépendant. Il y a Iragongo, on parlait de l'observatoire, mais quand j'étais directeur du cabinet de la recherche scientifique, nous avons su que cet observatoire a été créé par les Japonais. Et vous savez, pour les Japonais, il ne s'agit pas de hasard, ils observent tout ce qu'il y a comme mouvement tectonique à travers le monde entier. Ils ont des observatoires parce qu'en géophysique, ils savent quand il y a un mouvement quelque part, c'est comme les principes de base communicants, ça a des répercussions. Et les Japonais ont installé ce centre-là. Si nous ne sommes pas mesures, alors que nous sommes confrontés au même problème, notre État n'arrive pas à financer ce centre. C'est que, en fait, c'est comme un bébé, il ne comprend pas la machine qui est à côté de lui, à quoi ça sert. Et vous verrez que dans la surveillance épidémiologique, vous avez bien ça, CDS Atlanta finance pas mal de projets, par exemple, pour la surveillance épidémiologique sur le territoire. Ce n'est pas un hasard. Alors, la menace qui est constituée d'une solitude qui venait de s'effondrer. La principale menace est devenue maintenant dans les questions de soit des catastrophes sanitaires, soit des catastrophes naturelles. Et ils ont eu raison, puisque vous verrez à l'époque qu'ils augmentent, c'est-à-dire par exemple de façon significative, sa participation au niveau de l'UNESCO, de plusieurs organismes dont dépend la sécurité intérieure aux États-Unis. D'où la question, est-ce qu'on peut continuer avec ce modèle? Le professeur nous a dit non. Il est impossible, 60 ans après, il est impossible de continuer avec ce modèle puisque sinon on a été dans une impasse. Et c'est la raison pour laquelle, à l'IPRS, nous avons dit qu'il s'agit de rompre avec ce modèle, non pas en isolant le secteur de la recherche scientifique, technologique et de l'industrie, mais en repensant la société globale et ses rapports de reproduction avec le reste du monde. Repenser les modèles économiques de production, repenser les modèles d'organisation politique, repenser notre culture. C'est parce que vous avez dit tout à l'heure, et sans culture scientifique, on ne peut pas développer la science et l'industrie. Et c'est ça l'enjeu. Donc, nous avons ce devoir-là, l'académie a le devoir non seulement d'isoler la science, la technologie, mais repenser la société globale, comment elle fonctionne et comment l'organiser pour l'avenir. Si vous jetez un regard en arrière, vous allez vous rendre compte que cette question a occupé les scientifiques africains. Déjà avant l'indépendance avec Cheikh Anta Diop. Après l'indépendance avec Jacob Samir Ali, au niveau de l'industrie à Dakar. Après l'indépendance, avec la condition économique pour l'Afrique, à Addis Abeba avec le professeur Adebayo Adedeji. C'était un débat qui a continué, qui a eu aussi ses représentants au niveau de notre pays, avec des professeurs comme Yvonne Gaboko, comme Kwenambaya, ou par exemple Saïman Koulakula. Et je crois que s'il s'agit de réfléchir sur l'avenir, ne nous limitons pas seulement au schéma sciences, technologie et industrie, mais réfléchissons au pôle d'organisation sociale, politique et culturelle qui va nous permettre d'inventer de nouvelles économies alternatives, de nouveaux modèles, avec comme priorité une communauté scientifique, une élite organique qui est préoccupée par l'intérêt national, par le progrès de l'ensemble de l'Europe. Voilà un peu en résumé ce que j'ai pu développer comme intervention autour du thème de ces colons. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous avons terminé les
les présentations de ce matin par la valorisation des résultats de la recherche par le professeur Kabena. Pouvez-vous partager la biographie du professeur, s'il vous plaît? Pour la professionnelle de santé que nous sommes, valoriser les travaux de recherche académique dans le domaine de la santé, c'est leur donner une dimension économique et sociétale afin que les connaissances et les techniques acquises contribuent à l'amélioration de la santé des populations. Le professeur Odette Kabena Ngandou est docteur en sciences biologiques de la faculté des sciences de l'université de Kinshasa. Elle est professeure associée en biologie des prokaryotes, protistes et micromycètes, microbiologie générale et biologie générale. Elle est responsable du laboratoire de microbiologie appliquée aux ressources biologiques et naturelles de la faculté des sciences. Elle est membre de quelques sociétés savantes et associations féminines. Elle a plusieurs productions scientifiques à son actif. Ses travaux de recherche sont focalisés sur les contributions des micro-organismes au bien-être humain et à la préservation environnementale. Elle est autorité départementale en biologie et actuellement secrétaire en charge de l'enseignement. Madame le professeur, vous avez la parole. Ce congrès a eu lieu et je félicite toute l'équipe. Il m'a été demandé dans le cadre de ce premier congrès national sciences et technologies de parler sur la valorisation des résultats de la recherche. En fait, il est question ici d'établir un petit bilan et effectuer des perspectives pour l'avenir. En fait, en ce qui concerne le concept, j'aimerais qu'on ait la même compréhension des choses. Quand nous parlons de valorisation des résultats de la recherche, il s'agit d'un ensemble d'activités qui vont concourir à rendre disponible sur le marché un procédé, un produit ou un service qui a été conçu à partir d'une recherche universitaire. En fait, en réalité, valoriser, c'est un processus qui augmente la valeur des résultats qui ont été produits et ces résultats, cette valeur ajoutée à une valeur économique et sociale. Donc, il y a une augmentation de l'information, de la qualité et de l'impact économique et social. La valorisation des résultats de la recherche aboutit effectivement à de nouveaux produits, encore à des produits améliorés qui doivent en principe être exploités par des entreprises qui existaient déjà ou encore des entreprises qui doivent être créées par rapport aux besoins de la communauté. Alors, quand on parle de valoriser les résultats de la recherche, il faut avoir à l'esprit, entre autres, le fait de faire la diffusion de résultats de la recherche à travers des productions scientifiques ou encore à travers des manifestations scientifiques comme celle-ci, des colloques, des congrès, des séminaires ou encore des articles ou des ouvrages. Et à ce moment-là, on contribue à donner une valeur supérieure aux résultats qui ont été obtenus à la suite d'une démarche scientifique. Mais aussi, valoriser les résultats de la recherche revient à permettre l'appropriation de ces résultats par les tiers, par la communauté et particulièrement par les entreprises. Et pour ce faire,
il faut réfléchir sur une stratégie d'innovation et de valorisation des résultats et aussi mettre en place des mécanismes de récupération de ces résultats-là par les entreprises. Et ces mécanismes de récupération passent par le transfert de technologies, par la gestion des propriétés intellectuelles et par bien d'autres moyens. Alors, le but de ma communication ce matin, c'est de faire un état de lieu sur la valorisation de la recherche scientifique et l'innovation technologique en RDC. Et je me suis dit que je me focalise sur le cas de l'université de Kinshasa, qui est l'université mère. Elle a été créée depuis 1954, bien avant même l'indépendance. Nous parlons d'un bilan de 60 ans après l'indépendance. L'université elle-même a été créée 6 ans après l'indépendance. Il est question ici de relever quelques forces, faiblesses, opportunités et menaces de la valorisation de la recherche, de la valorisation des résultats de la recherche. Et aussi faire des petites propositions sur des pistes de solutions pour qu'enfin on ait une recherche scientifique et technologique appropriée pour favoriser le développement de notre pays. Alors, j'ai relevé, étant donné que j'ai fait 4 ans pratiquement de charge administrative étant secrétaire du département en charge de la recherche, j'ai réalisé que notre pays est un atout pour la recherche, un atout également pour la valorisation des résultats de la recherche. Nous avons un pays qui, du point de vue des infrastructures, présente au moins une université dans 24 provinces sur les 26 du monde. Moi, je trouve que c'est déjà un atout qui peut favoriser la valorisation des résultats de la recherche. Au moins, dans chaque province, nous avons une université et dans cette université, nous avons de la ressource humaine, donc des chercheurs qui sont disponibles pour entreprendre des recherches et des recherches dont les résultats vont être valorisés. Et je note également comme un point positif, comme une force par rapport à la valorisation des résultats de la recherche, le fait que notre système d'enseignement soit organisé de manière à imposer la conduite d'une étude à la fin de chaque cycle de formation. Nous avons, au niveau du premier cycle jusqu'au 3e cycle, des études que les étudiants et les apprenants sont appelés à réaliser dans diverses filières de recherche, ce qui nous permet de gérer une masse importante d'informations et de données qui peuvent être capitalisées dans la valorisation. Mais nous notons quand même que 60 ans après, malgré ces atouts que nous avons dans notre pays, nous notons quand même l'absence de politique de valorisation des résultats de la recherche. J'étais très contente d'apprendre par le biais du secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique qu'il y a une politique qui est en train d'être élaborée et que bientôt elle va être soumise à validation. Nous allons voir si dans cette politique il est prévu des mécanismes de récupération des résultats de recherche par les entreprises pour afficher cette dimension de la valorisation de la recherche que nous souhaitons. Je note également par rapport aux faiblesses que connaît le pays à travers ce que j'ai vu à l'université de Kinshasa, qu'il y a une faible relation entre le monde de la recherche et les entreprises. Je ne sais pas si on peut démontrer combien d'entreprises qui sont en contact avec l'université, les entreprises qui sollicitent l'université pour résoudre leurs problèmes, ou encore l'université qui fait un pas vers les entreprises. J'ai essayé de vérifier, je n'ai pas trouvé quelque chose dans ce sens. Donc, c'est une faiblesse si nous voulons valoriser les résultats de la recherche. Ainsi, nous notons cela comme étant une faiblesse.
Mais aussi, nous avons noté qu'il y a une insuffisance des investissements nationaux. Le budget national alloué à la recherche, le secrétaire général l'a reconnu et même les présentations qui sont venues avant l'ont mentionné. Il n'y a pas assez de moyens alloués à la recherche. Et cette recherche, nous la voulons après avoir obtenu les résultats qu'on arrive jusqu'à la valorisation. Si on s'arrête à produire les résultats sans les valoriser, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous aimerions aller jusqu'à la valorisation de résultats que nous obtenons. Donc, nous n'avons même pas de course nationale qui soutienne la recherche en tant que telle. S'il n'y en a pas pour la recherche, moins encore pour la valorisation des résultats qui sont issus de cette recherche. J'ai noté également le faible niveau de coopération scientifique. Entre scientifiques, déjà, il n'y a pas assez d'interconnectivité puisse favoriser l'échange d'informations et l'impulsion de la valorisation des résultats. J'ai également noté comme faiblesse que les bibliothèques qui doivent être un appui à la recherche et à la valorisation, et même les équipements de laboratoire sont quasi inexistants, ce qui va être difficile pour entamer une valorisation sérieuse de nos résultats de recherche sur un. J'ai également noté que par rapport à l'étendue de notre pays, il y a une insuffisance le nombre de chercheurs. La présentation de notre plan a bien été et il y a un document, un rapport de l'UNESCO qui présente également cela, qui indique que pour la RDC, il y a 206 chercheurs par million d'habitants. Les opportunités, c'est vrai qu'on a des atouts, c'est vrai qu'on présente certaines faiblesses, mais il y a quand même des opportunités pour se lancer dans cette valorisation de la recherche, de la valorisation des résultats de la recherche. J'ai noté par exemple la volonté politique affichée. C'est vrai qu'on a connu un changement de régime, on a quand même espoir que les choses vont changer. J'ai noté dans la présentation du secrétaire général qu'il y a des choses qui sont en train d'être bougées. Donc, je note cela comme une opportunité pour entamer la valorisation des résultats, mais aussi il y a le fait que le système d'enseignement est en train d'être basculé du système traditionnel au système LMD, qui se veut un système où les enseignements sont professionnalisants. Étant donné que ça sera professionnalisant, je pense que les étudiants en formation ou les apprenants vont devoir eux-mêmes réfléchir sur des projets et des projets qui doivent en principe amener à valoriser, à matérialiser les conclusions de leurs travaux. Je note également pour le moment qu'il y a une forte demande sur le besoin socio-économique, demande sur les marchés. Nous sommes en pleine mondialisation et ces derniers temps, on parle de plus en plus de marché d'échange. Alors, c'est une opportunité pour la RDC de faire aussi, de compétir aussi dans ce marché d'échange, de présenter des produits. Or, pour présenter des produits qui répondent aux normes de produits de qualité, il faut passer par la valorisation, il faut passer par une recherche, et cette recherche conduit à des résultats qui vont être en principe valorisés. Donc, je trouve que ce sont des opportunités qui peuvent nous motiver à aller vers la valorisation des résultats de nos recherches. Mais il reste quand même des menaces qui pèsent sur cette valorisation, par exemple la piraterie et le plagiat. Le prédécesseur qui a parlé de numérique a réalisé, nous savons déjà qu'il y a de plus en plus des progrès dans les sens de la mise en place des logiciels qui peuvent détecter des petits problèmes de plagiat ou de piraterie, etc. Mais c'est une menace qui continue quand même à agir sur la valorisation des résultats de recherche. Et j'ai noté également qu'il peut exister un conflit entre la diffusion des résultats et l'originalité face
au dépôt des brevets et l'intention. Quand vous voulez vous demander le dépôt de brevets, parmi les critères, on vous oppose l'originalité des résultats, l'originalité de la recherche. Mais entre-temps, vous êtes également peut-être sous pression qu'il faut diffuser les résultats. Quand vous diffusez les résultats, un jour, 2 jours avant le brevet, que quelqu'un d'autre a déjà vu ça, vous risquez de perdre votre droit sur les résultats parce que quelqu'un d'autre a déjà présenté ça bien avant, alors que c'est tout. Alors, que faire de piste de solution? Moi, je propose qu'il faudrait réfléchir et définir une stratégie de valorisation en relation avec le besoin des entreprises. Il faut vraiment réfléchir sur ça. À l'université de Kinshasa, nous avons vu des tentatives d'élaboration de stratégies, mais il n'y a pas eu de stratégie, ni de stratégie de recherche, ni de stratégie de valorisation. J'ai vu à l'université de Kinshasa une stratégie et plan d'action de l'université de Kinshasa. J'ai vu la stratégie un projet de stratégie d'internationalisation de l'université de Kinshasa. J'ai également vu le projet de stratégie de numérisation de l'université de Kinshasa. Mais on ne parle pas d'une stratégie de recherche et de valorisation des résultats. Je pense que c'est une voie qui pourra nous permettre de rayonner, de faire rayonner l'université à travers les différentes interventions ou les résultats que nous obtenons à l'issue des différents travaux qui sont produits à la fin de chaque cycle. Je propose également qu'il soit numérisé les données et les résultats qui sont disponibles. J'ai été pendant 4 ans à charger de la recherche. Je suis en train de recruter que tout ce que nous produisons au niveau de thèse, au niveau de DEA, au niveau de mémoire de licence, ce sont des données qui ne sont pas capitalisées. Quand on soutient la thèse, on défend le mémoire de DEA. Et puis après, on met son travail quelque part dans un tiroir, on envoie à la bibliothèque. C'est quelques 2-3 personnes qui lisent, et puis parfois on passe, il y a des pages qui sont perdues, on ne sait pas retrouver. Mais si on peut numériser tout ça et mettre sur un portail, ça va permettre également de faire rayonner l'université et aussi faire consommer les résultats des recherches qui sont produites au niveau de l'université. J'ai également proposé que soit renforcé le rôle d'interface que joue l'université. L'université a 3 missions: l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. La valorisation s'inscrit dans le cadre du service à la communauté. Si nous renforçons la 3e mission de l'université par la valorisation des résultats, l'université va rayonner. Et pour cela, moi je propose qu'il soit créé, je ne sais pas moi, un bureau, un canal de récupération des résultats qui sont produits à l'université par les entreprises. Il y a une structure qui soit en contact avec les entreprises, qui peut chercher les entreprises pour que les entreprises peuvent contacter pour récupérer les résultats qui peuvent être utilisés pour un impact économique ou social. Je propose qu'ils établissent alors une coopération entre les institutions publiques de recherche et les secteurs privés et favoriser ainsi les transferts scientifiques et technologiques. Voilà. Pour terminer, j'ai pris l'université et les centres de recherche ainsi que le ministère du Tutelle d'encourager, d'accompagner, de faciliter les processus de protection et de valorisation des résultats de la recherche. J'aimerais bien qu'on inculque la culture de la valorisation des résultats en milieu universitaire. Si on peut imposer l'exploitation des résultats des textes et des mémoires et des thèses pour des productions scientifiques à comité d'études,
Je propose également de soit primer les meilleurs chercheurs et les produits qui sont dans. Et tout ceci ne se fera correctement que si la loi congolaise qui prend en compte la protection de la propriété intellectuelle est révisée. Parce que c'est une loi qui est très caduque, c'est une loi qui date de 1982. C'est là qu'on parle de la propriété industrielle, et on trouve dedans la propriété intellectuelle qui essaie de présenter comment est-ce que l'on peut sécuriser les résultats de la recherche. Voilà en quelques mots ma contribution dans le cadre de ce premier congrès international sur la recherche et l'innovation. Merci beaucoup, professeur. Nous allons donc passer à la partie des discussions. Distingués participants, pour combler le retard accumulé, nous avons presque 1 heure de retard. Je vais vous faire l'économie de la synthèse des présentations et prendre déjà les questions qui assurent la discussion. Donc, il y a 2 manières de poser les questions. Soit vous passez directement sur la discussion sur le chat et vous posez vos questions. Il y en a déjà 6. Et ceux qui sont dans la salle peuvent le faire directement. Je ne sais pas si le professeur Joséphine Campolongo est là et pourra m'aider peut-être pour ceux qui sont dans la salle. En attendant, nous allons commencer par les questions qui sont sur la discussion, donc sur le chat. La première question. Oui. Allez, la première question. Oui, excusez-moi, je vous écoute. Oui, nous attendons s'il y a une question dans la salle. Ok, il y a 6 questions sur la discussion. Donc, la première question est du professeur Lubanza. Elle est adressée au secrétaire général. Alors, il dit ceci. Existe-t-il une politique de la recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo? Si c'est le cas, voilà. Si ce n'est pas le cas, comment alors envisager son financement? Ça, c'est la première question adressée au secrétaire général. Deuxième question. Que peut attendre le ministère de la Recherche scientifique des chercheurs congolais d'ici 5 ans, du moment où ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes? C'est toujours pour monsieur le secrétaire général. Troisième question. Est-ce qu'on ne peut pas mettre la discussion, partager la discussion? J'ai du mal à... Oui, nous sommes en train de voir la discussion. Vous pouvez la partager alors si vous pouvez la voir. Bon. Donc, que peut attendre le ministère de la Recherche scientifique des chercheurs congolais d'ici 5 ans, du moment où ceux-ci sont abandonnés à eux-mêmes? Monsieur le secrétaire général, peut-il nous dire s'il est impératif d'augmenter le financement de la recherche? Je crois que comme il s'agit de financement, le secrétaire général peut répondre et peut-être le professeur Taba aussi. Le secrétaire général est-il impératif d'augmenter le financement de la recherche en RD Congo après ce diagnostic? Si oui, comment le ministère compte-t-il influencer le gouvernement? Quatrième question, elle est adressée à au professeur Delphin. Monsieur Delphin, quel conseil donnerez-vous au ministère du numérique en République démocratique du Congo? Et 5 questions, on va peut-être s'arrêter là et donner la réponse, donner l'occasion au professeur de répondre. Elle est adressée au professeur Taba, qui nous a présenté le ratio de chercheurs par million d'habitants dans différents pays. Le plus important, n'est-ce pas la productivité de chaque chercheur et la qualité de la production scientifique? Voilà. Je crois qu'on s'arrête là pour les 5 questions et on donne l'occasion donc au présentateur d'y répondre. À vous la salle.
avait une question adressée à M. Delphin Kiouvoua. Ingénieur Delphin Kiouvoua. Oui, pardon, je suis là. Il est presque 4 heures chez nous. Oh là là. Ok. La question est, si j'ai bien suivi, c'était la question à rapport de quel conseil donner au ministère du numérique. C'est ça la question. Oui. C'est ça, exact. Ok, merci beaucoup. Chez nous, ce n'est pas quel ministère du numérique, parce qu'il y en a presque 3. Nous avons les ministères de PTNTIC, qui avait aussi les attributions du numérique, qui a toujours les attributions du numérique, disons. Nous avons aussi la recherche scientifique et innovation technologique. Et le ministère du numérique récemment créé. Donc, je suppose qu'on parle ici des nouveaux ministères du numérique. Mais les 3 ont presque... C'est de celui-là qu'on parle, oui. Oh. Les 3 ont presque la même attribution, bon, comme c'est celui-là qu'on parle. Bon. Le conseil ici, c'est il faut avoir une vision nationale, une vision de transformation numérique. Et ces visions-là, on les trace dans ce qu'on appelle le plan national numérique. Et ce plan national, c'est comme une feuille de route. Et ce feuille de route doit quand même tracer une vision avec des objectifs à court, à moyen et à long terme. Chez nous, le rôle des ministères numériques, c'est le conseiller technique du gouvernement. Nous avons ce qu'on a publié en 2019, le plan national numérique, tracé par, je crois, les conseillers de la présidence. Serait-il l'institution qui joue le rôle de conseiller technique du gouvernement? Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est dans le conseil des ministres, donc à la table exécutive, qui présente une étude, une vision globale de transformation numérique, l'état des besoins du pays, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous voulons être, à court, à moyen terme, et comment nous allons procéder pour arriver ici à court terme, à moyen terme et à long terme. Étant sur la table exécutive, les conseils techniques du gouvernement est à la page des problèmes de tous les autres ministères. Parce que dans chaque conseil des ministres, il est là pour écouter les problèmes du pays. Et c'est de là où il vit avec des solutions. Nous sommes en train de faire, par exemple, aujourd'hui, nous avons un problème de recensement. Nous pouvons recourir à une solution numérique pour mieux faire ça, pour être efficace. Nous sommes aujourd'hui dans un état de siège où il y a aussi le secteur numérique qui peut aider pour mieux restaurer l'autorité de l'État. Ce n'est pas seulement avoir des militaires sur le front, mais aussi il y a des outils numériques aujourd'hui qui servent dans la guerre. Il faut avoir par exemple les drones pour contrôler les mouvements de ceux qui sont ce que nous appelons les ennemis de la nation. On ne sait pas les retracer. On ne peut pas gagner une guerre quand on ne sait pas situer où est l'ennemi. Même peu importe le nombre de militaires que vous avez sur le front. Ça, c'est ça le rôle des conseils techniques du gouvernement. Et le conseil là-bas, c'est lui qui est, ça soit vraiment un conseil technique qui joue ce rôle pour savoir quels sont les problèmes, les vrais problèmes du Congo et quelles sont les solutions qui sont disponibles pour attaquer ces problèmes. J'ai eu la chance, dans la rédaction de mon ouvrage, d'exploiter cet ouvrage, ce plan national numérique. Il faut le dire que nous avons beaucoup de choses là-bas qui sont ne sont pas adaptées aux réalités des problèmes du Congo.
ce n'est pas question de copier tout ce qui est sur le net, les Google, mais prendre un temps de faire une étude. Où est-ce que nous sommes, quels sont nos problèmes, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la recherche scientifique, comment ailleurs on fait la recherche, quels sont les outils de recherche modernes et où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et si par exemple les enseignements se font encore dans les syllabus, que font les autres aujourd'hui avec le numérique? C'est le ministère du numérique qui va donner ses conseils aux autres départements ministériels. Nous pouvons mieux faire ici, nous proposons des solutions. Et ça doit tous être élaboré dans le plan national numérique. Aujourd'hui, nous parlons de transformation numérique, nous le suivons tantôt dans les radios, télévisions. Mais aller maintenant exploiter ce plan national numérique, il n'y a pas une corrélation, il n'y a rien qui est là-bas. Donc un jour on se réveille, on va faire ceci. Mais qu'est-ce qui est élaboré, qu'est-ce qui est planifié? Donc on saute sur l'exécution sans une planification. En bref, le conseil, c'est un plan national numérique qui tient compte des problèmes, des défis du Congo pour une transformation numérique, pour un Congo fort, prospère et moderne. Merci. Merci bien. Y a-t-il une question? Il y a une autre question pour l'ingénieur Delphin? Oui. Voilà. Il y avait une autre question sur les syllabus. Oui, c'est ça. Vous l'avez lu donc sur la discussion sur le stade? Oui, c'est ça. Oui. J'ai noté, vous pouvez y répondre si vous l'avez lu. Oui. Oui, c'est intéressant la question quand on parle aujourd'hui que dans les domaines de recherche scientifique, il faut aussi il faut que les enseignements ne soient plus encore aujourd'hui au XXIe siècle dans les syllabus. On dicte encore les leçons dans les auditoires, parce qu'ailleurs on a des ouvrages, des livres électroniques, mais il y avait une initiative par exemple de syllabus, et la réaction des professeurs n'était pas favorable. C'était une question intéressante, j'avais suivi le débat. Mais le problème, c'est si la réaction des professeurs, ils doivent savoir que nous sommes dans ce monde du XXIe siècle. Et cette révolution numérique ne va nulle part. Elle est là et sera là demain. Et nous avons cette obligation de former la jeunesse, les cadres congolais, aux standards et aux normes internationaux. Comment ce Congolais formé aujourd'hui sera compétitif dans un autre pays où on n'utilise plus les syllabus? Comment? On doit former aussi pour que ce Congolais qui a un diplôme, il va par exemple, que ce soit au Maroc, à Nairobi, il est compétitif, il est aussi à la page du monde, comment. Mais quand il se retrouve qu'il ne connaît même rien comment accéder aux ouvrages électroniquement, aux manuels électroniques, aux outils de recherche modernes, c'est un problème sérieux. Pourquoi la réaction farouche des enseignants? C'est parce que ce syllabus sert comme un moyen de survie. Donc c'est une façon d'améliorer leur rémunération. Mais je crois qu'il faut revendiquer ça dans un autre cadre. Il faut demander ces droits, ils doivent être bien payés, mais pas mettre ça sur les dos des parents, et beaucoup plus sur l'avenir de toute une nation, d'un pays. L'avenir du Congo, c'est les jeunes qu'on forme aujourd'hui. Et si nous les formons comme c'est encore au 19e siècle, c'est un problème. Comment on va se retrouver demain? On va se rattraper avec les autres. Donc c'est ça le problème. C'est un problème, je crois que pour les enseignants, c'est parce qu'à travers ces syllabus,
j'ai commencé mes études au Congo. Je connais comment cette réalité. Vous payez les syllabus, une façon aussi les enseignants d'avoir plus, parce qu'ils sont mal payés. Mais on doit chercher un cadre pour évaluer comment améliorer leur salaire et non pas vraiment continuer à croire qu'il faut vivre des pas de syllabus. Et c'est au prix de la nation qui est en formation aujourd'hui, la jeunesse, l'avenir du Congo, le futur cadre du pays. Donc ce n'est pas vraiment la solution. Le pays doit se débarrasser de ça. Nous sommes pas au 19e, 20e siècle. Et comment le faire? Nous devons avoir, par exemple, il faut avoir disponibilisé ces outils d'accès aux ouvrages électroniques. Il faut le Wi-Fi dans les institutions. C'est la responsabilité de l'État. C'est le rôle du gouvernement. Et il faut aussi le recyclage des enseignants. Les enseignants doivent être formés sur comment mettre leurs enseignements en ligne et pour que les étudiants puissent les accéder. Je crois que si l'État peut s'investir dans ce sens-là, ce n'est pas un problème. Et le pays sera bien servi, et surtout les étudiants. Donc la réaction des enseignants, c'était parce que c'est ça un peu. Une façon aussi d'être. Merci beaucoup, monsieur l'ingénieur. Donc, courant derrière le facteur temps. Je crois qu'il y a une question pour le professeur Kibanda. Est-ce qu'il est encore dans la salle? Et une autre question pour madame le professeur Kabena. Alors, le professeur Kibanda est dans la salle et il y a, je crois, une question aussi dans la salle qui va poser. Mais en attendant, on va passer le professeur Kibanda pour répondre aux questions. Merci. Alors, professeur Kibanda, la question était que vous avez montré que le destin d'une société restait dans ses propres mains et dépendait de ses propres choix. Vous avez montré qu'il y avait quelques filières organisées dans les universités en RDC, mais l'intéressé n'a pas vu la logistique de santé. Comment d'autres pays ont innové par la création de cette filière, qui est importante actuellement? Comment se fait-il qu'aucune université ou enseignement supérieur et universitaire ne puisse l'organiser au pays, obligeant les autres à le faire ailleurs? Voilà la question. Je pense aussi. Hein. Voilà. Il dit, dans votre intervention, vous avez parlé de plusieurs filières dans les universités en RDC, sauf celle qui l'intéresse. Il s'agit de la logistique de santé. D'autres pays ont innové par la création de cette filière qui est importante actuellement. Comment se fait-il qu'aucune université ou un enseignement supérieur ne puisse l'organiser au pays, obligeant les autres à le faire ailleurs? Je ne suis même pas sûr que ce soit vous qui parlez de ça. Néanmoins, je peux donner un élément. Voilà. La création de l'école de santé, c'est l'université de Tulane aux États-Unis, en fait, qui a pris cette initiative-là. Et ça correspondait à des besoins de la sécurité et l'intérêt des États-Unis. Vous savez, le financement de la recherche contre l'Ebola par la puissance du Nord, ce n'est pas un hasard. C'est que l'Ebola était senti comme un problème aussi pour les pays du Nord. Vous savez, par exemple, pour la crise au Libéria, les deux professeurs américains qui ont été contaminés, finalement au département de virologie de Dallas, aux États-Unis. Les États-Unis ont dépêché de copier les médecins et chercheurs au Libéria. Parce que, n'oubliez pas, ce sont des stratégies globales. Ces épidémies ne les considèrent pas comme des problèmes réservés aux
pas des questions pour la Banque mondiale ou les partenaires qui collaborent à la Banque mondiale, qui sont neutres. Il s'agit toujours de questions très précises du point de vue de leurs intérêts, du point de vue financier, d'investissement. Donc, la question d'implantation de ces recherches, ça répond toujours à une stratégie commune. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sur la discussion, il n'y a plus d'autres questions. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a une autre question dans la salle pour le professeur Kibanda. Sinon, il me reste une question sur la discussion pour le professeur Odette. Avez-vous une question dans la salle pour le professeur Kibanda? Non, mais il y a une question. Mais la personne peut la poser, le professeur Kibanda est encore là, comme ça il peut répondre. Et nous allons clôturer avec la question pour le professeur Odette. Non, la question qui est dans la salle n'est pas destinée. Ok. Alors, la question pour le professeur Odette Gabena. Vous avez parlé de définir une stratégie qui soit adaptée aux besoins des entreprises. Cependant, il y a des sujets qui sont purement scientifiques et qui sont utiles pour le monde scientifique. Si nous adoptons nos unités de recherche par rapport à nos entreprises locales, cela ne nous disqualifie-t-il pas de la course scientifique au niveau international? Professeur Gabena, c'est à vous. Si le même problème est posé dans d'autres communautés également, les résultats que nous allons produire vont également servir aux autres. La démarche scientifique va rester la même. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va disqualifier les résultats produits en RDC parce que, je ne sais pas, elles sont cadrées avec... elle a dit des sujets purement scientifiques. Je ne comprends pas très bien ce qu'elle dit. Mais quand bien même dans différentes entreprises qui peuvent exister, il y a toujours un bureau d'études qui réfléchit, qui mène également des recherches, qui prend des contacts pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent adapter ce qu'ils font au niveau de l'entreprise avec la réalité de la recherche. Donc ça existe. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va disqualifier les résultats locaux, parce que ça a voulu répondre à un problème local, puisque ça ne rencontre pas ce que la communauté internationale était en train d'entendre. Dans tous les cas, j'étais en train de dire la méthodologie scientifique reste la même, que le travail et la recherche ait été menée localement en RDC ou ailleurs. Si c'est une recherche scientifique, ça devra suivre une démarche scientifique, une méthodologie scientifique qui doit être acceptée même au niveau international. Vraiment, ce que moi je peux comprendre de cette interrogation, c'est que quand il y a un problème, les scientifiques se mettent pour chercher à trouver la réponse, la solution. Même si c'est le même problème est posé ailleurs, c'est ce qu'on a vécu avec la pandémie à coronavirus. C'était le problème qui concernait, qui nous a concernés et qui a concerné également d'autres communautés. Si nous produisons des résultats ici, ils seront consommés aussi par d'autres communautés. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nos résultats à nous vont être disqualifiés. Nous sommes
qu'à être disqualifié parce que nous cherchons à résoudre un problème posé globalement. Ok, madame. Ok. Merci beaucoup. Je crois que vous avez dit qu'il y avait une question dans la salle. On va peut-être terminer par la question et arrêter là si les organisateurs le permettent, parce qu'il nous reste encore la partie résolution et perspective du congrès. Et il y a une question qui va être posée au professeur Taba et je vois Madame Odette. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui va poser une question. Donc, nous lui accordons la parole. Merci pour la parole, monsieur le coordinateur. Professeur Taba, est-ce que vous pensez réellement avec les curricula tels qu'ils sont élaborés en RTC, les contenus de cours, que même si la tendance aujourd'hui bascule, c'est-à-dire que nous avions plus de diplômés en sciences exactes que de diplômés en sciences humaines, pensez-vous vraiment qu'il y aurait un réel changement dans ce pays? Parce qu'aujourd'hui, on peut former 10 000 physiciens, 10 000 chimistes, mais on forme plus des demandeurs d'emploi que des créateurs d'emploi. C'est ça le problème. Donc, juste localiser le problème en disant que nous avons la tendance, en fait, elle est, il n'y a pas, si vous voulez, un juste milieu, il y a plus de personnes en sciences humaines. C'est ça un problème qui fait qu'il n'y a pas un réel décollage. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt prendre ce problème, prendre tous les aspects du problème, plutôt que de se focaliser que sur le nombre de diplômés qu'il y a dans les sciences exactes? Et une deuxième question, vous semblez, professeur Tabajou, je ne partage pas votre avis, vous dites que vous semblez exonérer l'État dans ses responsabilités. C'est-à-dire que vous dites, c'est vrai, si l'État dit qu'il n'a pas l'argent, l'université peut donner des petits grains, ainsi de suite. Et l'université, lorsqu'elle donne des petits grains pour des recherches, c'est pour son rayonnement à elle. Cela ne va pas faire que le pays puisse forcément décoller. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la ressource la plus importante d'une nation, c'est son capital humain. Il faudrait que chaque fils et fille d'une nation participe à l'effort collectif pour que le pays puisse décoller. Mais quel type de fils et de filles formés? Il faudrait qu'ils puissent participer à l'effort collectif de manière efficace et efficiente. Regardez par exemple aujourd'hui le Japon. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était totalement, sur le plan économique, totalement à plat. Mais après, qu'est-ce qu'a fait le Japon? L'État a décidé d'envoyer ses fils et ses filles aller arracher les connaissances, parce que les connaissances, elles s'arrachent. L'État a envoyé ses fils et ses filles dans les grandes universités, Harvard, Oxford, Cambridge, que sais-je encore. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de high-tech sans citer le Japon. Donc, je voudrais que nous puissions vraiment mettre l'État devant ses responsabilités et ne pas les exonérer. L'État a une très grande place. Et une petite question pour Madame Odette. Vous et moi, Madame Odette, nous avons suivi une formation sur le télé. Avec toute la logistique que ça demande, avec toute l'organisation que ça demande, parlez vraiment LMD en RDC actuellement. Là, nous en sommes à notre première expérience, notre première année. Vous, en tant que secrétaire chargé de l'enseignement, pouvez-vous réellement, en âme et conscience, dire que cela constitue une opportunité pour notre pays? Merci. Ok, donc des questions adressées au professeur Tabaye ainsi qu'au professeur Kabena. Madame Berthe, s'il vous plaît, je crois que ces deux questions qui ont été posées ont suscité un intérêt et il y a d'autres intervenants qui voulaient poser, il y a deux personnes dans la salle pour poser des questions. Pouvons-nous leur accorder la parole pendant quelques minutes? Qu'il soit bref, parce que là, nous avons un grand retard. Il nous reste encore une grande partie. Très bien, donc, comme je vous ai dit, Je n'ai pas des questions précises, mais
Moi, je reviendrai sur l'exemple de la Chine. Qu'est-ce que la Chine était? J'ai ma soeur quand elle était à l'école primaire, salle de l'école primaire, les religieuses de l'école lui ont demandé, avant de manger, puisqu'elle était à table, de prier pour les petits Chinois qui mouraient de faim. Qu'est-ce que Mao a fait? Ils ont réfléchi, ils se sont retrouvés sur la problématique qui se posait. Ils ont fermé les Chine. Ils ont réfléchi. Ils ont monté. Ils ont mis l'accent, d'après ce que nous avons tous appris, ils ont mis l'accent sur la formation. Ils ont mis l'accent sur les réseaux. Ils ont envoyé des jeunes Chinois aux États-Unis qui ont étudié, mais c'était la politique de l'excellence. Quand ils sont venus, ce sont les meilleurs. Donc aujourd'hui, les Chinois avec les amis, ils font. Moi, je pense, et je crois qu'il faudrait qu'on essaie plutôt, au lieu de continuer avec les réflexions, de passer à la pratique. Et la pratique, c'est quoi? Un départ de ce qu'on n'a pas fait de bien et de se tourner vers l'excellence en mettant l'accent sur la formation des jeunes. Parce que si ces jeunes sont excellents, ce ne sont pas eux qui vont aller chercher les entreprises. Quand un laboratoire est excellent, il est connu. Parce que nous sommes au niveau de technologie, de l'information de la communication. Ce sont les sociétés qui viendront chercher l'excellence pour leurs soucis. Et je cite un exemple que j'ai vu au Burkina Faso. Ils avaient un problème de la mouche sexy avec le métal. C'est dans le genre des agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a monté un centre d'excellence qui a travaillé sur la question d'éradiquer cette mouche sexy. Ça a été fait au Burkina Faso, mais toute la région du Sahel, où les Indiens, où c'était les Indiens, ils sont venus dans ce centre. Ce centre est très beau. Et alors, doucement, quand il est très beau, le problème de financement ne se pose plus. Parce que ceux qui ont besoin d'éradiquer cette mouche viennent. Et je vais terminer en disant ceci. Je suis en contrôle, et je pense que beaucoup d'entre nous le savons, que dans les années à venir, dans les siècles à venir, l'évolution humaine ne sera plus seulement une évolution physique. On ne sait pas ce que ce sera. On sait les généticiens dans les travaux. Ce sera plus seulement une évolution physique. Et ça sera beaucoup plus physiquement, peut-être sur le plan génétique. Nous allons avoir des grosses têtes, mais ça sera beaucoup plus une évolution culturelle. Et l'évolution culturelle, c'est l'adaptation à son environnement. Et lorsque nous n'allons pas arriver à nous adapter à notre environnement, nous allons finir comme l'homme de Néandertal. C'est-à-dire, nous allons disparaître. Et l'homme sapiens continue. Merci. Nous accordons la parole au premier intervenant. On va poser la question avant de remettre la parole à Madame Diaz. Merci. Ce n'est pas ma question, mais c'est plutôt une question par rapport à je crois qu'il y a possibilité, c'est plutôt question de rapprocher l'université. Moi, je
c'est pour à l'université, tu vas l'enrichir et l'argent qui va aider le département et l'université à pouvoir s'autofinancer. Il y avait des mains pour un master, on peut demander aux facultés de l'histoire, il ne faut pas que ce soit licencié ou ingénieur qui demande que ça peut faire. Même pour les cas donc si je dis que je vais étudier aussi pour la personnalité, ok, madame, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la dernière présentation de cette matinée, avant la cérémonie de clôture. Il s'agit des résolutions et perspectives de ce congrès, de ce premier congrès national des sciences et des technologies. Les résolutions seront présentées par Madame le professeur Towa Tsambou Gisèle. Je vous prie de partager sa biographie, s'il vous plaît. Oui, avant que Mme Bonnet prenne la parole, il faudra que ceux à qui on a posé des questions puissent répondre. C'est notamment le président qui nous a précédent. Il y a quand même un droit de répondre. Madame Bonnet aussi peut répondre à une question qui vient de nous. Merci. Ils pourront répondre via la discussion, via le chat, vous voulez dire? Non, ils répondent maintenant au micro. Professeur Tamo, vous avez la parole. Soyez le plus bref possible. Je vais réagir au propos de Mme Toumba. Je n'ai pas exonéré l'État. L'État a sa responsabilité, mais nous avons aussi les nôtres. Je crois qu'une université sérieuse doit se soucier de ces problèmes de recherche, il doit faire quelque chose. L'autre chose que j'aimerais vous dire, vous avez parlé des sciences exactes. Je crois que si vous allez à l'université d'Osaka, tu verras que 15% sciences humaines, 85% sciences exactes. Et le problème qui est là, c'est la culture scientifique que nous ne sommes pas en train d'inclure à nos étudiants. Et l'autre chose qui est là, comme nous n'avons pas des industries propres dans notre pays, c'est comme ça que j'insiste que dans le campus, on crée des petites industries. Et je crois qu'au Max-Planck, à côté de l'institut, il y avait un endroit où on mettait les processus. On étudiait ce qu'on faisait au labo, et c'est possible. Donc voilà tout ce que je veux dire. Si on veut continuer d'étudier plus tard, merci. Professeur Bonnet, merci. Madame le professeur, pour ajouter si dans le DMPD, des groupes de recherche, c'est vrai, pendant ce qui est la formation, nous savons qu'il y a encore le préalable, nous avons eu le préalable au CRD, mais si j'ai mentionné le LMD comme opportunité, c'est parce que je sais que dans la façon d'enseigner les étudiants, on va les amener à créer, à mettre sur pied un petit projet et à créer leur propre emploi au lieu d'être demandeurs d'emploi. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Merci. Maintenant, nous invitons le professeur Gisèle Towa à prendre la parole. Madame le professeur Gisèle Towa Tsambou est professeure à l'université de Kinshasa depuis 2013. Elle est auteure de plusieurs ouvrages scientifiques. Elle est actuellement chef de département des lettres et civilisations françaises à la faculté des lettres à l'université de Kinshasa. Et son domaine de recherche est la sociolinguistique et lexicologie différentielle. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame.
même faire des émissions. On a monté pendant les 3 jours de congrès. Et j'ai livré des résolutions. Ici, il y a des commentaires à faire. On pourra les faire en ligne pour enrichir ces résolutions. Donc, on ne va pas intervenir directement, mais ça peut se faire en ligne sur les sites de la CASP. Résolution et perspectives est début à la clôture du premier colloque de l'Académie congolaise des sciences et de l'Association congolaise pour l'avancement de la science, la technologie et l'industrie sous les thèmes recherche scientifique, technologique et industrielle en République démocratique du Congo, bilan et perspectives pour soutenir le développement. Nous, chercheurs et participants au premier colloque organisé par l'Académie congolaise des sciences, ACOS en cycle, en collaboration avec l'Association congolaise pour l'avancement de la science, la technologie et l'industrie, la Castille en cycle. Après avoir réfléchi sur les thèmes nous proposés, nous venons nous présenter les grandes lignes de résolution que nous avons arrêtées au terme de nos assises et nous vous invitons à en tenir compte pour le développement et la bonne marche de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous rappelons que la République démocratique du Congo était en son temps un pays émergent. Elle a impulsé le secteur stratégique de la recherche agronomique, voire IACAC. Elle était autosuffisante dans plusieurs domaines, et ce, grâce à la recherche aussi bien scientifique, industrielle, accompagner son développement. Nous ne sommes pas sans le savoir que les différents gouvernements qui se sont succédés ont fourni des efforts pour maintenir cet élan de la recherche. Mais hélas, cela n'était pas accompagné de résolutions fermes et déterminantes pour mener à une mise en application de ces dernières. Le manque criant d'une dynamique de la recherche scientifique, technologique et industrielle fut longtemps critiqué, notamment lors de la conférence nationale souveraine en 1992, ainsi que les états généraux de la recherche scientifique qui sont restés lettres mortes. Conscient que la recherche scientifique, technologique, industrielle est marginalisée, compte tenu de l'inadéquation entre les ressources nécessaires lui allouées et son application effective sur les territoires nationaux congolais. Conscient que peu de chercheurs s'intéressent actuellement à la recherche appliquée et que la formation aux universités en République démocratique du Congo ne sont pas propices au développement quant à la sphère qui concerne la technologie avancée et l'industrie dans son ensemble. Conscient que le pouvoir politique n'alloue suffisamment ou nullement pas un budget à la recherche scientifique, technologique et industrielle, et que celle-ci est de plus en plus financée par les organisations étrangères qui l'accompagnent d'un cahier des charges qui ne satisfait pas aux besoins locaux, conduisant inéluctablement à un climat de méfiance entre les chercheurs et les pouvoirs politiques. Conscient que les universités congolaises ne se retrouvent pas dans le carré des universités qui impulsent les économies de leurs États et par des recherches scientifiques, technologiques et industrielles poussées, reconnaissant que la République démocratique du Congo est un pays aux potentialités immenses, avec une étendue territoriale suffisante, un climat propice à l'agriculture, à l'élevage, un sol et un sous-sol riches en minerais, une hydrographie généreuse, une densité de la population variée et une main-d'œuvre jeune, reconnaissant que les dissensions entre les pouvoirs politiques, les universités et les chercheurs ne sont que facteurs de la poussée de la République démocratique du Congo dans les sous-développements, reconnaissant que l'État congolais, avec son pouvoir politique, serait à même de propulser la recherche scientifique, technologique et industrielle, et que la recherche scientifique serait prête à hisser la République démocratique du Congo
financée par l'État congolais, une taxe pour les entreprises évoluant dans ces secteurs et d'autres programmes des organismes internationaux. Pour son fonctionnement, ce fonds aura pour mission de financer les divers projets gouvernementaux dans tous les domaines de la vie nationale. Ceci passe par la mise en place d'un budget consistant qui peut permettre aux chercheurs de mener leurs études à bon escient au regard des besoins qui diffèrent d'un domaine à un autre. Que la recherche soit placée parmi les priorités du pouvoir public, c'est-à-dire qu'elle soit inscrite dans les programmes du gouvernement. Qu'il soit mis en place un programme national de financement des études du 3e cycle, ainsi que les études postdoctorales. Ceci permettra aux chercheurs de travailler sur les thématiques d'intérêt national, en lieu et place de faire de la recherche sur la recherche. À titre d'exemple, la grande partie des chercheurs congolais formés et financés en dehors du pays abordent des thématiques non valorisables en République démocratique du Congo à cause du principe la main qui donne, c'est la main qui dirige. Que soit mise sur pied une facilitation dans l'acquisition des équipements et matériels pour les chercheurs par la mise en place d'une bonne politique d'exonération douanière. Que soient créées des universités et écoles supérieures dans les domaines des sciences appliquées et technologiques sur toute l'étendue du pays. Dans un premier temps, à raison d'une institution par province, tout en se basant sur la répartition des filières, pour permettre le jumelage ainsi que la mobilité des chercheurs et étudiants. Que soit mise en place une répartition adéquate des besoins de la République démocratique du Congo en matière de l'industrie. Favoriser les industries agroalimentaires de transformation des produits locaux en jus, produits laitiers, produits à base de manioc, produits à base de café, de cacao, huile de palme, etc. Que soient implantées des usines de traitement des minéraux sur le territoire national pour permettre la récupération des produits dérivés ainsi que la mise en œuvre d'une politique de coopération entre les industries extractives et les chercheurs afin de faciliter la mise en place des thématiques de recherche basées sur les problèmes et besoins réels des industries. Que soient construites des voies de dessert agricoles à travers les territoires nationaux pour permettre les échanges de produits entre les populations dans les cadres points de la République, en se servant des intellectuels congolais œuvrant dans le domaine des génies. Que soit faciliter la mobilité des chercheurs pour l'enrichissement des connaissances et les échanges des expériences avec ceux qui sont déjà avancés dans le même domaine, et ceci passe par la maîtrise des effectifs des divers acteurs dans chaque domaine, afin de faciliter leur mutualisation par la création des réseaux regroupant les chercheurs par filière. Que soient renforcées les capacités de quelques industries et usines de transformation qui existent en République démocratique du Congo par la mise en place de programmes de courte durée par les personnels évoluant déjà dans les industries afin de renforcer leurs capacités dans les domaines de leur activité. Que soient encouragées et promues toutes les petites et moyennes entreprises de transformation des produits locaux, fruits, tubercules, légumes, coton, etc. Que les recherches à l'université rencontrent les besoins de la population dans le sens qu'elles sont menées pour trouver des solutions à ces problèmes. Exemple, les problèmes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les problèmes d'eau potable et d'énergie électrique. Que soit encouragée la fédération des divers réseaux en Acastie et soit mise en place un système d'évaluation de la recherche nationale à travers un congrès dans une des villes de la République démocratique du Congo par rotation tous les 2 ans. Que les entreprises opérant dans le secteur de l'électricité et de l'eau travaillent avec les universités et centres de recherche pour la mise en œuvre des solutions alternatives appropriées, surtout dans les milieux ruraux. Que soit mise en place une institution dénommée
Centre pour l'innovation et la création d'emplois, CICE ainsi, dont la raison sociale fait transparaître les buts qui poussent. Qu'il soit entreprise de recherche sur les économies alternatives et les modèles économiques alternatifs. Enfin, qu'il soit créé des passerelles entre la recherche scientifique, technologique et industrielle avec les institutions d'autres pays africains. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la professeure, pour ces résolutions et ces recommandations de ce congrès. Je crois que ça ne manque pas de débat. Nous allons donc passer la parole au comité d'organisation qui passera à son tour la parole au professeur Taba. Mais avant de passer la parole au comité d'organisation, je voudrais dire quand même un mot en tant que facilitatrice de cette journée. Je pense qu'il n'est guère de circonstances plus pertinentes dans la vie d'un scientifique que celle qui nous a rassemblés aujourd'hui. Nous pouvons légitimement nous féliciter de la qualité des exposés ainsi que des débats qui ont émaillé nos échanges qui illustrent l'intérêt de tous les participants. J'en profite pour rendre en vos noms sa juste part au comité organisateur et vous faire revêtir vos toges de professeur pour lui attribuer ensemble la note la plus élevée, à savoir la plus grande distinction avec les félicitations du jury. Je vous prie de féliciter en applaudissant le comité d'organisation, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur le représentant du comité d'organisation, vous avez la parole. Merci madame pour la parole. Nous voulons prononcer un mot de remerciement et des autres. Monsieur le Président de l'Académie congolaise des sciences en COS et l'Association congolaise pour l'avancement de la science, de la technologie et de l'industrie, à Castille. Mesdames et messieurs, en vos qualités respectives, nous voici au terme du Congrès national des sciences et des technologies. Premier congrès, dont les préparatifs remontent à l'année 2019. Ce congrès était initialement prévu pour se dérouler à l'Université protestante du Congo. À cause des contraintes relatives à la pandémie en 2019 et considérant la détermination des organisateurs, ces derniers se sont résolus de le faire en écoute et en ligne. Pour ce faire, l'Institut national de recherche biomédicale INRB a accepté d'appuyer cette initiative en mettant à la disposition du Congrès ce somptueux cadre pour la réalisation de ces règles. À cet effet, le comité d'organisation de ce congrès adresse ses vifs remerciements à l'INRB et a abrité ses assises pour son appui financier, et plus particulièrement à son directeur général, le professeur Jean-Jacques Mouyenbetan. Nos remerciements s'adressent également au professeur Moulongo et à M. Delphin Kouba
aussi bien ceux qui ont été dans cette salle que ceux qui sont intervenus en ligne. Votre participation a constitué un motif d'encouragement pour toute l'équipe d'organisation. Avec vos encouragements, votre contribution, vous souhaitez qu'une pareille activité s'organise encore dans les 2 années qui viennent. Nous remercions toute l'équipe d'organisation qui a travaillé d'arrache-pied dans les conditions difficiles pour pouvoir réaliser ces rêves. Bref, aux uns et aux autres, nous vous disons grand merci. Nous passons donc la parole au président de l'Académie congolaise des sciences pour clôturer la séance. Je vais commencer par corriger. Je ne suis pas le président de l'Académie congolaise des sciences. Je ne suis bien le secrétaire. Il est représenté par M. le professeur Daba, secrétaire perpétuel de l'Académie congolaise des sciences. Chers amis, je passe la mission de président. Chers amis, messieurs, c'est rien plaisir pour moi que cette manifestation se termine très très bien. Et c'est là, avant tout, grâce à tous les participants dans la salle, hors de la salle, sur le net, qui ont pris le temps de participer activement. D'abord. Et je vais commencer par les interventions. Donc, pris le temps de préparer les interventions, on les a préparées. Et donc, je remercie les intervenants qui ont eu le temps de préparer les interventions qui ont été vraiment très très bien. On a beaucoup appris ici dans la salle et à l'extérieur. Les facilitateurs, le modérateur, coup de chapeau pour vous. Je vous remercie par la qualité de travail que vous avez fait. C'était excellent. Et grâce à vous, tout s'est bien déroulé. Je dois remercier l'INRB. L'INRB nous a donné la salle, qui nous a aidé pour beaucoup de choses, l'Internet et tout le reste. Et c'est de ceux qui nous accompagnaient aussi. Ça aussi, je remercie beaucoup. C'est des organisations, l'INRB et les institutions. Les organisateurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent me dire. C'est un devoir pour moi. C'est une aide morale que j'ai en vous. Vous avez mis votre temps, votre énergie, vos imaginations pour que ces congrès puissent se réaliser. Je dois vous remercier sincèrement. Et je crois que notre pays a besoin de cet exemple, a besoin de vous. Vous qui avez organisé ces congrès, le pays a besoin de vous, que vous puissiez continuer, de vous donner les modèles. C'est des modèles que vous êtes. Vous êtes des modèles pour nous autres, pour nous tous. Je vous remercie sincèrement. Au nom du président de la COS, ici à Clichy, je déclare le premier congrès national sur les sciences et la technologie. Et je vous remercie. Le congrès est clos. Merci beaucoup. Merci à tous, ceux qui ont été en ligne. Il y a quelques questions en ligne. Je crois qu'on va essayer de les faire parvenir au professeur Daba et à l'ingénieur Koulou exactement. Merci. Au revoir.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.